j'avais sorti ma fameuse phrase qui a été condamnée par la justice française et dont je demanderai un jour réparation. Je demanderai un jour d'être réhabilité pour cette phrase, qui était une phrase incritiquable, sur le plan moral, sur le plan historique. La Shoah. Shoah, nanas. Dieudonné, eux, ça ne les fait pas vraiment rire. Hier soir, devant le Zénith de Strasbourg, ils étaient une trentaine à avoir bravé la pluie pour dénoncer la tenue du one-man show « Rendez-nous Jésus ». Dieudonné est antisémite, négationniste, en somme dangereux. Voilà les arguments de la LICRA et de Justice et Liberté. Les deux associations voulaient sensibiliser, peut-être même raisonner, les aficionados du controversé Dieudonné. Il y a une liberté d'expression, mais il y a des limites. Donc moi, je vous demande... Nous sommes là surtout pour leur dire attention, nous sommes vigilants, vous allez entendre des propos racistes, des propos antisémites, il faut les dénoncer. Et en fait, ça ne fait rire personne. À Bruxelles, récemment, la police a interrompu ce pseudo-spectacle et dans la salle, il y avait, paraît-il, des spectateurs qui faisaient le salut nazi. Voilà, pour dire un peu ce que c'est que cet humoriste. Hier soir, le dispositif policier aux abords du Zénith était renforcé. Pas de violence ni de troubles à l'ordre public constatés, simplement des spectateurs pressés de voir l'artiste sur scène et presque amusés par tant de polémiques. Dimanche dernier, le Dieudonné politique a été sévèrement éliminé au premier tour des législatives. À Dreux, le candidat antisioniste n'a récolté que 1,14% des voix. Hier, ils étaient en revanche plus de 2000 à donner de la voix pour le Dieudonné humoriste. Oui, alors Dieudonné est le résistant en chef aujourd'hui, l'oligarchie française, qui n'est jamais que le relais de l'oligarchie mondialiste, et les marqueurs, on voit bien ce que c'est le chantage à l'antisémitisme, la persécution par la communauté organisée qui instrumentalise la République pour des raisons systématiquement contraires aux valeurs républicaines, humanisme, antiracisme, égalité, etc. Et Dieudonné qui a tenu bon, contrairement à Ardisson, contrairement à Becbédé, contrairement à Wiesmann, contrairement à Yann Moix, puisque tous ces gens-là, je les ai connus, pro-palestiniens, humanistes, égalitaristes, etc., c'est-à-dire des jeunes gens avec des valeurs saines. Ils ont été retournés par le système sataniste. Voilà. Dieudonné a tenu bon. Et ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit sa fin, qui sera de toute façon héroïque, il marque des points parce qu'il tient bon. Et c'est pour ça que c'est un très très bon exemple d'espoir. Il devait aller jouer à Strasbourg, et la communauté organisée nous avait dit qu'elle l'empêcherait d'aller jouer là-bas. Alors nous sommes quand même dans un état de droit en France, avec notamment on va dire un corps constitué qui s'appelle la justice, qui est un corps assez orgueilleux, puisque dans le monde de Montesquieu, c'est un des garants de la démocratie authentique, c'est trois pouvoirs, judiciaire, législatif, exécutif, et ils se font tellement humilier, et on leur demande tellement d'en faire des tonnes dans l'illégal, qu'on peut imaginer qu'ils commencent un peu à se rebeller. Et on voit que quand Dieudonné attaque, en général, il finit toujours par gagner. En réalité, il est face à une communauté dominante qui le martyrise, et qui se sert pour le martyriser de sa domination sur le monde médiatique, qui est devenu un monde de pur mensonge. Chaque fois qu'on parle de Dieudonné ou de moi dans les médias, comme quand on parle de la Syrie ou de tout ce qui touche aux intérêts de la dite communauté, intérêts à court, moyen terme ou long terme, on est dans le mensonge systématique. Voilà. Et là, Dieudonné, finalement, malgré toutes les menaces qui avaient été faites, on va faire interdire le préfet machin, la loi étant la loi, il est allé jouer son spectacle commun à Strasbourg. 2000 personnes sont venues acheter leurs billets, malgré la diabolisation, sans aucune publicité, ni relais médiatique. 2000 personnes, ce qui est beaucoup. Il faut savoir que Elie Semoun, la même semaine, est allé dans la même ville faire son spectacle. Il a fait une salle de 700 places, avec 200 invités, et le reste, c'est des comités d'entreprise. Donc on voit bien que dans ces anciens duos, Dieudonné, Elie Semoun, où on nous vendait le juif intelligent qui écrivait et le nègre con qui faisait le guignol, en fait, c'est Dieudonné qui écrivait. Elie Semoun est incapable de rien écrire du tout de drôle, et comme il n'a plus d'auteur, il est de plus en plus mauvais et il n'a plus de public. Alors qu'il a tous les médias, la télé, les affiches, le lobby du comique, qui est le même lobby que l'autre. C'est un lobby communautaire aussi, sous contrôle. Je crois que Coluche essayait d'en parler à la fin de sa vie,
mais il est mort avant de pouvoir en parler un peu plus. Il devait jouer un spectacle en septembre, il est mort en août, je crois, ou en juillet, d'un étrange accident de moto. Je pense que Coluche aurait pu devenir le Dieudonné déjà à l'époque, mais il en a été empêché par la mort brutale et soudaine. Voilà. Donc finalement, Dieudonné est allé jouer à Strasbourg devant 2000 personnes. Alors la LICRA, qui est une espèce d'entreprise dont j'ai dit qu'elle était pour couvrir des assassinats politiques sur le territoire français, que ce soit sur le plan réel ou symbolique, il suffit pour ça de lire La France licratisée de Anne Kling, excellent livre, qui raconte l'histoire de la LICRA telle que c'est. Ça fait partie des organes de domination communautaire de la communauté organisée. Voilà, c'est une arme pour soumettre les insoumis, mais toujours avec le soi-disant l'alibi de la République, des droits de l'homme et de mes couilles. Voilà. La LICRA a réussi à exhiber 20 cloportes, on l'a vu, des vieux, des dégénérés, des débiles, avec des petites pancartes, et étaient censés exprimer la vox populi anti-Dieudonné. Les associations dénoncent les propos jugés antisémites de Dieudonné. On ne peut pas rire de tout. Je crois, c'est surtout ça. Et là, dès qu'on touche à l'antisémitisme, mais ce serait une autre façon d'être ségrégationniste. D'abord, on blague, on rigole bien, on dit des sottises, des choses contraires à la vérité, et ça se transforme en bal et en chambre à gaz un peu plus tard. 20 dégénérés, des épaves, des menteurs, des arriérés mentaux. Je dis ça parce que le représentant de la LICRA de Strasbourg a sorti une espèce de diatribe officielle délirante et stupide. Nous faisons surtout cette intervention pour cela, pour dire que cela fait 2 mois que l'on a écrit à monsieur le préfet, pour dénoncer les propos surtout antisémites de ce monsieur, qui a 4000 ans quand même, il faut le rappeler, c'est un vieillard de 4000 ans, qui n'a pas évolué dans aucune civilisation et qui prétend partager les hommes pour en faire on ne sait quoi. Oui, il disait que Dieudonné avait 4000 ans, enfin c'était n'importe. On voit que le mec est un débile mental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communauté organisée ne coopte que des tarés, des retournés immondes, c'est-à-dire des antisémites extrémistes retournés, des arriérés mentaux et des gâteux. En termes de force vive, ils n'ont rien avec eux. On avait donc là 20 débiles, dont on mettra bien la débilité, et en plus qui traitent plus ou moins Dieudonné de singe à demi-mot, qui étaient des menteurs, des crétins, des stipendiés, 20, ils étaient 20, Et en face, 2000 personnes qui viennent voir le comique, bien qu'on leur ait dit que c'était le diable, etc. Et ça, c'est le rapport de force réel, quand on enlève la capacité de domination par une organisation d'argent, et la capacité de mensonge par les médias, et une certaine soumission, et une soumission certaine du politique. La réalité, c'est qu'il y a 2000 personnes d'un côté et 20 de l'autre. C'est quoi le ratio? C'est 1%. 1%, c'est toujours le même ratio. C'est les 99% qui se révoltent contre les 1%, dont je vous ai parlé dans Comprendre l'Empire, dont les Américains, que les Américains expriment aujourd'hui quand ils vont défiler sous les fenêtres de Wall Street. Je veux dire, tout est toujours cohérent. Voilà. Dieudonné a démontré qu'effectivement, 99% des Français avaient envie de l'écouter, et surtout que quand ils allaient l'écouter, radio trottoir après, il n'y avait rien à redire à son spectacle. 22h15 hier, la représentation se termine, réaction à chaud. On est là pour... Le contraire, je trouve que ça passe mieux lorsqu'on en parle et lorsqu'on rigole, ça passe beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut rire de tout? Je pense parce que sinon dans ce cas-là, on ferme les portes à tout. Non, mais moi j'ai trouvé ça super intéressant et drôle et je sais pas, il faut vraiment bien l'écouter du début à la fin et c'est ça qui est passionnant et qui montre tout son humour et toute sa critique. C'est un spectacle qui incarne totalement les valeurs de la République, mais de la vraie, l'humanisme français, on va dire chrétien, laïcisé en égalitarisme, ce que défendent aussi les Québécois, ce que je défends moi, l'antiracisme, l'égalité, la fraternité, voilà, la liberté, l'égalité et la fraternité. Dieudonné incarne la liberté, l'égalité et la fraternité. Le CRIF, la LICRA, incarne finalement le mensonge, la domination au nom de la race, etc., etc. Ça se vérifiera systématiquement dans les temps à venir, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Voilà. Bonjour, l'actualité à la mi-journée, c'est tout d'abord l'émotion à Villeurbanne après la violente agression samedi de 3 jeunes de confession juive. Alors qu'ils marchaient le long de la rue de France, ils ont été pris à partie par une dizaine d'individus qui ont commencé à proférer des injures à caractère antisémite. Le ton est vite monté, 2 des 3 victimes ont été frappées à coups de barre de fer et de marteau. Il faut mettre un terme définitif à ce type de
d'actions inacceptables. D'une extrême gravité, une attaque délibérée contre la République. On voit depuis quelque temps un antisémitisme qu'on ose à peine appeler chimiquement pur se développer. C'est une agression véritablement antisémite et ce n'est pas la première qui se produit à Villeurbanne. C'était il y a un peu plus d'un mois, un homme qui portait la kippa un matin a été agressé. Et puis je crois que 15 jours auparavant, il y avait eu encore une autre agression. Donc les faits se répètent à Villeurbanne. Uniquement parce que juif, sans raison politique et sans même parfois un quelconque argument idéologique. Juif donc cible. Alors là, ça fait référence à l'affaire de Villeurbanne. On nous a encore vendu, par le mensonge médiatique et la trahison policière de sa fonction, une nuit de cristal. Je rappelle que Finkielkraut, qu'on prend pour un intellectuel en France, avait parlé d'une année de cristal pour la France. Vous avez parlé, il s'est rappelé dans le livre d'Alain Badiou et d'Éric Cazan, vous avez parlé en 2002, hein, vous avez dit que c'était une année de cristal. En 2002, les attaques contre les écoles juives et les synagogues ont été extrêmement nombreuses. Rien que cette phrase prouve que c'est un guignol, un hystérique, un menteur et un crétin. Hein. L'année de cristal, ça veut dire que c'est 365 jours de cristal, et la France, ça aurait été 365 nuits de cristal de suite. Vous voyez ? Alors, je vais être très clair. L'affaire de Villeurbanne, j'ai mes introductions aussi dans la police, hein, beaucoup de policiers qui sont excédés des faux rapports qu'on est obligé de leur faire, etc., est une algarade entre deux groupes. C'est déplorable, mais c'est lié à la communautarisation de la France, à l'exhibition dans l'espace public de symboles religieux qui devraient être gardés pour l'espace sacré, hein, et en dernière instance, où il y a des gens qui passent quelques heures à l'hôpital, il n'y a pas de blessés graves, etc. Je rappelle, on parle de matraque, de machin truc. Je rappelle que moi, j'ai été ratonné à coups de marteau, de matraque, avec 7 blessés dans une librairie à Paris. Ça a été classé sans suite. Je sais pas, je fais ce qu'on me dit. Alex, C'est le débris de verre ou c'est directement eux qui ont tapé? Directement avec un bâton. Avec un bâton, ouais. Ils étaient beaucoup? Ah oui. Combien Je sais pas, j'ai pas compté, mais à mon avis une vingtaine, trentaine. Je crois en tout cas ils étaient hargneux. Même sur les femmes, ils s'acharnaient dessus. Je rappelle que Madame Bouarara, dont nous avons organisé la collecte et à qui nous avons trouvé un avocat, son mari a été noyé et assassiné par un groupe de gens dont le leader est un cadre de la LDJ qui a déjà été arrêté 2 fois sur des lieux de ratonnade anti-noirs et anti-arabes avec des armes. Et que c'est tout ça qui est caché aujourd'hui par les médias, la justice qui a du mal à faire son travail, le politique d'une lâcheté, d'une soumission intégrale. Donc là, on monte en épingle une affaire de Villeurbanne qui est une algarade entre jeunes, et due à la communautarisation de la France, due sans doute aussi à l'arrogance israélienne, au sionisme intégral de la communauté juive religieuse française, ce qui est de toute façon une hérésie selon l'orthodoxie, etc., etc., etc. On nous raconte qu'il y a eu une ignoble agression, etc., ce qui est tout à fait faux. Prétendre qu'il y a de l'antisémitisme en France aujourd'hui est une escroquerie et une rigolade. Il y a par contre un permanent et insupportable chantage à l'antisémitisme, et ce qu'on appelle aujourd'hui antisémitisme est finalement une réaction de soumission boudeuse, puisqu'on ne peut pas faire plus, à une domination communautaire de plus en plus visible, intégrale et injustifiée, puisqu'elle ne se fait pas au nom, elle se fait toujours au nom des valeurs d'inégalité, au nom d'un pays étranger qui pratique la purification ethnique, le suprémacisme racial, au nom d'une vision théologico-militaire. Enfin, je veux dire, la contradiction est maximum. Voilà. Donc il n'y a pas d'antisémitisme en France. Il y a par contre un insupportable chantage à l'antisémitisme qui devient obscène et qui, à mon avis, je le dis parce que c'est mon message, devient de plus en plus contre-productif. Donc il faut que ça s'arrête. Voilà. Hein, et l'affaire de Villeurbanne n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est l'affaire Bouarara, l'affaire Dieudonné, l'affaire Soral. Ça existe. Et c'est systématiquement classé sans suite, transformé en fait divers alors que ce sont des crimes raciaux, etc., etc., etc. Et tout le monde le sait dans la justice, dans la police
et chez les politiques quand on en parle en privé. Je parle avec tous ces gens-là et ces gens-là me parlent. Et ils en ont plein le cul. C'est clair. Alors je le lis. Soral, l'homme qui lèche la moule puante de la salope numéro 1 du système MLP, ce qui doit vouloir dire Marine Le Pen. Toi, tu préfères te faire enculer par papa Le Pen. Entre parenthèses, combien on te paye pour sucer Jean-Marie? Alors je reçois, entre autres choses, depuis des mois, des menaces de mort, des insultes sur moi, ma femme, etc., de façon récurrente. J'ai demandé à mes informaticiens de loger l'envoyeur par un petit système de piège qu'on a fait. Il s'est connecté parce qu'on avait mis un truc. Ces menaces viennent systématiquement d'un ordinateur dans la mairie de Toulouse. Donc probablement d'un employé municipal de Toulouse. Voilà. J'ai porté plainte à la police. C'est des menaces de mort sur moi, ma femme, etc., de violence annoncées, etc. etc. J'ai porté plainte à la police. J'ai écrit à la mairie de Toulouse. Je n'ai jamais obtenu aucun résultat pratique. C'est-à-dire que ces menaces continuent. Si, à partir du moment où ça s'est déplacé à l'université de Toulouse. Voilà. Par contre, en faisant un travail de recoupement et d'enquête, j'ai désigné à un moment donné comme possible coupable un type qui est un militant antifa notoire de Toulouse, dont je sais les propos qu'il exprime en privé contre moi par des indiscrétions, parce que j'ai des gens un peu partout, et qui est employé municipal de la mairie de Toulouse. Voilà. J'ai dit, comme ça ne s'arrêtait pas et que je n'arrive pas à obtenir que la police et la justice fassent son travail, j'ai dit dans une vidéo, il est possible que ce soit ce type-là. Je ne vais même pas le renommer. Savez-vous ce qui se passe depuis? Je suis convoqué par un juge d'instruction à Toulouse, alors que je vis entre Bayonne et Paris, pour être envoyé au tribunal pour diffamation. Voyez? C'est-à-dire que quand vous vous plaignez d'être menacé de mort, que vous dites c'est probablement quelqu'un et je demande à la police de le vérifier, la police peut très facilement identifier les personnes qui m'envoient des menaces de mort par Internet. Voilà, c'est ce que je demande. C'est moi qui suis... La dernière fois que j'étais convoqué par un juge d'instruction, je suis envoyé directement au tribunal. Le juge d'instruction ne fait qu'un travail de relais. Donc c'est donc me persécuter, me harceler, me convoquer dans une ville où je ne vis pas, alors que je travaille, j'ai une femme, un enfant à charge. Voilà, c'est à mes frais, tout ça. Voilà. Voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne en France. Je suis convoqué par un juge d'instruction de Toulouse pour diffamation, parce que j'ai osé dire, il y a quelqu'un qui m'envoie systématiquement de la mairie de Toulouse, et qui est probablement un employé municipal que nous avons probablement identifié par une série de recoupements cohérents, qui m'envoie des menaces de mort de la mairie de Toulouse. Et c'est moi qui me retrouverai au tribunal pour diffamation. Vous voyez ? Quand j'avais répondu à Dantec, qui appelait à l'extermination des musulmans du monde entier par la force atomique, par voie de radio, que je lui avais répondu... Il faut que Dantec fasse un peu attention. Voilà, c'est tout. Donc Dantec, excuse-moi d'avoir été méchant avec toi, mais je voulais juste te prévenir qu'il fallait que tu ne mélanges pas la science-fiction et la géopolitique. Donc voilà, c'était pour t'aider. Voilà. Couchez Dantec. Je m'étais retrouvé au tribunal pour diffamation. J'ai gagné ce procès-là, quand même. Je l'ai gagné. Et c'est comme ça que c'est moi qui m'étais retrouvé au tribunal. Quand j'ai fait écouter ce à quoi je répondais, et que j'ai obtenu après une interruption de séance qu'on écoute ce à quoi je répondais, c'était ça la justice, les 5 juges, qui étaient d'ailleurs 5 femmes, les bras leur en sont tombés. Voilà. Mais l'avocat, il y avait 2 avocats, dont l'un était un avocat des SOS Racisme contre moi. Il disait, ce n'est pas, il faut juger en droit, c'est hors sujet. Vous voyez? Alors savoir si on juge en droit ou en équité, vous voyez, c'est toujours pareil, la casuistique, cette violence indirecte, cette stratégie du mensonge, vous voyez, on a la réponse, mais on n'a pas la question. Vous voyez, on a la gifle, mais on n'a pas les semaines, les années de persécution économique, langagière, etc., qui fait qu'à un moment donné, le type donne la gifle. Vous voyez, c'est tous, je parle toujours de la même chose. Voilà. Donc là, je suis convoqué, parce que je suis menacé de mort par mail, moi et ma femme, depuis des mois et des mois par des mails anonymes, et parce que je demande à la police et à la justice d'identifier celui qui me menace pour faire son travail, c'est moi qui suis convoqué chez un juge d'instruction pour diffamation. C'est comme ça que ça marche en France en ce moment, pour les gens qui osent s'attaquer comme moi au Dieudonné, au tout-puissant lobby qui n'existe pas et que personne n'ose nommer, tellement il terrifie tout le monde par son incroyable puissance. Voilà. Voici la vidéo qui a provoqué la stupeur. Regardez bien, Marine Le Pen, une croix gammée sur le front. Nous ne sommes pourtant pas à un meeting d'extrême gauche, mais en plein milieu d'un concert de Madonna. Un écran géant retransmet ce montage vidéo. On y voit des scènes de combat, le pape Benoît XVI, Hitler et parmi eux, la présidente du Front National qui n'a pas tardé à réagir. Venant d'une nana qui lance son slip dans la salle, c'est pas très étonnant. J'ai vu que le grand spectacle de Madame Madonna
cette chanteuse qui s'était rendue célèbre en jetant sa culotte entre les mains de Jacques Chirac. Je dois dire que moi je prends extrêmement mal cette affaire-là et que je n'ai pas souvent l'occasion de rencontrer Marine parce que nous opérons dans des endroits différents, mais quand je vais la voir, je vais vivement l'incliner à demander à Madame Madonna, en tous les cas à ceux qui organisent son spectacle international, $1 million. Alors moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai connu Madonna, pas intimement, mais elle était à Paris à la fin des années, tout début des années 80, comme danseuse. Elle dansait, je crois, à l'espace Clichy. Et je l'ai vue physiquement dans les soirées, etc. C'était une petite, avec du poil ici, avec des grosses jambes, moche, mais évidemment qu'il y avait un désir de réussite incroyable. Elle est l'anti-Janis Joplin. Janis Joplin incarnait le talent, la grâce, l'aventure de la musique de pop, qui était un artisanat d'art, avec des jeunes qui avaient une certaine grâce, un talent. Là, c'est l'industrie du disque, où avec beaucoup de volonté, de professionnalisme, de division du travail, on arrive à produire un produit, je dirais, propre, mais sans et qui lui ressemble, hein, voilà, et qui ressemble à ce monde des VIP, ce monde de l'oligarchie sataniste, qui fait penser, on verrait bien Madonna avec BHL, vous voyez, avec Kissinger, avec Obama, avec Sacha Baron Cohen, enfin voilà, toute cette merde. D'ailleurs, je suis en train d'écrire une bande dessinée là où on va tous les embarquer sur un bateau. On va rigoler, ça sera pour septembre, on en reparlera. Voilà, donc Madonna, qui était d'abord catholique et qui jouait de cette catholicité, appartenait à la grosse communauté italo-catholique américaine, s'est depuis convertie à la Kabbale, qui est une espèce de secte New Age néo-juive. La superstar américaine Madonna participe en ce moment en Israël à une retraite de Kabbale, la mystique juive dont elle est devenue une fervente adepte via un gourou installé en Californie. Pas vraiment inaperçu l'arrivée de Madonna en Israël, où la superstar est venue passer les fêtes du Nouvel An juif. Une nouvelle année avec une nouvelle identité. Madonna, bien que toujours catholique, se fait appeler aujourd'hui Esther. Génial, elle fait partie de nous. Elle nous aime. Son appartenance à la Kabbale, l'ancienne Madone, ne s'en cache plus. Et le mot Kabbale est symptomatique, puisque effectivement la domination financière mondiale, je l'ai dit en dernière instance, c'est une domination par un processus kabbaliste, qui est effectivement de déconnecter l'économie du réel, d'en faire une soumission par le chiffre et les mathématiques pures, une soumission du monde réel et humain, réduit en esclavage par une dérive kabbaliste de l'économie réelle devenue finance mathématique pure. Donc il y a vraiment un lien entre le satanisme, le kabbalisme et la domination oligarchique avec ses marqueurs communautaires forts aujourd'hui. Et Madonna finalement aujourd'hui se réclame de cette religion New Age-judaïco-kabbaliste qui s'appelle la Kabbale, qui d'ailleurs est un truc hollywoodien, et inaugure effectivement une tournée de chants qui consiste à chanter avec un micro assez mal des chansons écrites par d'autres en s'exhibant comme une vieille pute qu'elle est, quoi, qui existe entièrement à coup de bodybuilding, de picouse, parce que c'est comme c'est tout sauf Sophia Loren ou Sylvana Mangano. C'est pas la grâce de la magnifique petite prolétaire ou paysanne qu'on trouve dans une cour de ferme dans l'Italie de l'après-guerre. C'est fabriqué entièrement, c'est un demi-boudin transgénique. Hein. Et elle inaugure sa tournée de concert où elle va... On a vu toutes ces provocations grotesques, toujours la fausse gauche sociétale, la fausse transgression, se mettre un doigt dans la chatte, parler de sexe, enfin ridicule. Lady Gaga a repris d'ailleurs la suite. Hein. On voit bien que c'est une des figures du satanisme et de l'éducation de la jeunesse aux antivaleurs sataniques. Elle commence sa tournée en Israël. Je pense d'ailleurs que les orthodoxes religieux n'ont pas dû aimer. Et effectivement, elle trouve le moyen de montrer Marine Le Pen comme une espèce de désignée, comme à mon avis ennemie des valeurs qu'elle représente, ce qui est très bon signe. Ça veut dire que c'est très valorisant. Avec évidemment la croix gammée, évidemment, Marine Le Pen et la croix gammée. Voilà. Donc je rappelle bien que Madonna fait partie de cette industrie du showbiz satanique qui coopte et qui fabrique des putains pour corrompre la jeunesse. Voilà. Donc en fait, quand elle s'attaque à Marine Le Pen, quelque part, elle la valorise. Hein. Quelque part, c'est cohérent, et donc on ne doit pas s'en plaindre. Voilà. Et je ne dirai pas plus sur Madonna, parce que de toute façon, elle est déjà vieille et elle est déjà remplacée par Lady Gaga. Donc
Je pense que maintenant, elle va être dans le miroir face à son vieillissement, les sous dont elle ne sait pas trop que faire, parce qu'elle est multimilliardaire sans doute, mais sa solitude, l'hostilité de ses enfants, enfin, ce prix à payer sur la distance de tous ces gens qui sont montés, je veux dire, par la soumission au diable, hein, voilà, par le mammonisme et la soumission à Satan. Je ne pense pas qu'elle aura... Il est possible qu'elle n'ait pas une vieillesse heureuse. Hein. Voilà. Oui, alors là, il y a deux aspects. C'est un truc. Alors, d'abord, c'est dans Le Point, lepoint.fr, qui est l'organe où règne, de façon totalement illégitime et grotesque, Bernard-Henri Lévy par son bloc-notes. Hein, où cette espèce de marquise de Pompadour nous fait part de ses états d'âme toutes les semaines. Voilà, bon, il paraît que c'est un des marqueurs de la domination de cette communauté illégitime par ces petits marquis, qui normalement ne devraient même pas être pigistes. Hein, voilà, bon. Donc dans Le Point, Onfray fait une apologie de Jean Solaire. Hein, je vais remettre mes lunettes et je vais parce que c'est assez précis. Alors déjà, Jean Solaire est un intellectuel français qui a une œuvre assez conséquente. Nous avons d'ailleurs immédiatement commandé ses bouquins pour les vendre sur Contre-Culture. Son dernier livre s'appelle « Qui est Dieu ?» Jean Solaire. Voilà. C'est très très intéressant parce que c'est un type qui critique les monothéismes. Et donc la matrice, c'est le judaïsme, hein, et c'est la Torah, c'est la Bible, le Pentateuque, et qui explique bien ce dont aujourd'hui Onfray se fait le relais. Je rappelle qu'Onfray, il y a encore quelques mois, disait que Dieudonné devait être arrêté par la police, hein, pour antisionisme. Ce type est un symptôme, un pauvre type. Dieudonné, un antisémite, un fasciste, un négationniste, un révisionniste, un ami de Forisson, etc. Enfin, il a rien pour lui, il est détestable en tout. Et normalement, on paie, moi je suis pour les impôts, et les impôts permettent de subventionner les renseignements généraux, les services secrets, ce genre de choses. On devrait faire fonctionner les renseignements généraux et les services secrets, parce que je défends ces gens-là, pour savoir vraiment ce qu'il y a derrière Dieudonné. Il s'est passé quelque chose depuis, dans la vie d'Onfray, à mon avis. Onfray est un type d'origine populaire, qui a été très longtemps un con, c'est-à-dire un libéral libertaire. Hein. Depuis quelque temps, il a redécouvert la question sociale. Il anime une université libre, je ne sais pas où, à Nantes, ou en Bretagne ou en Normandie. Et récemment, il a commis un crime de lèse-communauté, mais qu'il n'a pas identifié immédiatement. Il s'est attaqué à la psychanalyse. Le crépuscule d'une idole, l'affabulation freudienne, c'est publié chez Grasset. Affabulation, c'est dans le titre. Pour vous, Freud ne serait qu'un mensonge, une illusion ? Mensonge, oui. Illusion, sûrement pas. Mais enfin, une légende fabriquée par lui de son vivant, à coup de destruction de preuves, de lettres, à coup de mensonges repris par des hagiographes, des gens qui faisaient des biographies très élogieuses de lui. Oui, c'est rempli de fables et de mensonges, c'est une mystification. Non, j'ai jamais eu besoin d'aller raconter des histoires extravagantes à un psychanalyste qui m'aurait de toute façon répondu que j'avais envie de coucher avec ma mère et de tuer mon propre père, et que j'avais des problèmes avec le phallus paternel. Si j'avais été une fille, il m'aurait dit l'inverse, j'avais envie de me faire engrossé par mon propre père, et que j'avais un désir de pénis qui me manquait entre les jambes. Donc ça paraît quand même assez extravagant de savoir que c'est systématiquement la chose qu'on vous raconte. C'est très rentable, la psychanalyse, c'est très 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 rentable. 450 € la séance de Freud, par exemple, en 1925, l'heure. Et 1 heure tous les jours, nous dit Freud. Et 8 patients par jour. Et en liquide. Et tout ça échappe au fisc. Donc vous imaginez bien que ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui pour ceux qui continuent à me traiter de fasciste, de nazi, d'antisémite, etc. Donc Onfray s'est payé la psychanalyse, et la mafia psychanalytique s'est payé Onfray. Ce qui lui a fait dire à un moment donné, je ne suis qu'un pauvre goy. Hein, on mettra l'extrait si on le retrouve. Donc il a bien compris que c'était une mafia ashkénaze. Et pour avoir moi-même croisé dans des raouts à l'époque où je fréquentais les jeudis du Seuil, ou certaines soirées littérello-intellectuelles, j'ai pu voir la Roudinescu en personne pour voir qu'on était bien face à une maquerelle. Hein, voilà, et que c'était bien une escroquerie communautaire. Voilà. Donc ça a dû le rendre un peu énervé et un peu courageux, hein, le Onfray. C'est toujours pareil. C'est comme quand on regarde ceux qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. C'est ce très bon sociologue israélien qui nous le dit, Simon Epstein. La grande majorité des députés qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain étaient issus du Front populaire et membres de la LICA, ancêtres de la LICRA. Hein. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, ils ont été excédés et qu'ils se sont un peu fâchés contre leurs anciens amis, qui les ont un peu trop roulés dans la farine et qui les ont un peu trop humiliés. Hein. Ce sont des processus historiques constants que nous constatons depuis
la fuite d'Égypte, et qui ne font que se répéter de façon récurrente, comme le reconnaît le très bon et très sympathique rabbin Rav von Chaya, et que fait semblant de ne pas comprendre Elisabeth Lévy, menteuse professionnelle, agent israélien et saillant, quand elle ne comprenait pas ce que je voulais dire, quand j'avais sorti ma fameuse phrase qui a été condamnée par la justice française, et dont je demanderai un jour réparation. Je demanderai un jour d'être réhabilité pour cette phrase, qui était une phrase incritiquable, sur le plan moral, sur le plan historique. Hein, voilà. Qui habite son lieu de résidence actuel, lui ou ses parents ou ses ancêtres, depuis plus de 50 ans, qui lève la main? Personne. Moi, je fais cette conférence dans tous les pays du monde, quand j'ai un public juif devant moi, sur 100 personnes, tu as maximum 5% qui lèvent la main, pour 50 ans. Quand avec un Français juif sioniste, tu commences à dire il y a peut-être des problèmes qui viennent de chez vous, vous avez peut-être fait quelques erreurs, c'est pas systématiquement la faute de l'autre totalement si personne ne peut vous blairer et partout où vous mettez les pieds, parce qu'en gros, c'est à peu près ça leur histoire, tu vois. Ça fait quand même 2500 ans que chaque fois qu'ils mettent les pieds quelque part, au bout de 50 ans, ils se font dérouiller. Tu vois, donc il faut se dire c'est bizarre. Quand Alain Soral dit ça fait 2500 ans que partout où ils vont, ils se font casser la gueule, il ne peut pas parler des sionistes, tout simplement parce qu'il y a 2500 ans, il y avait des juifs, mais il n'y avait pas de sionistes. Donc, j'aimerais qu'on s'interroge maintenant pour savoir si on est dans l'acceptable, s'il faut que cela puisse être dit. Regardez ici une carte historique qui nous montre comment, entre l'an 1000 et l'an 1500, expulsion. Chaque tache noire, c'est une expulsion forcée. Tu en as 15. Entre l'an 1500, tu as 15 expulsions forcées. En moyenne, tous les 33 ans, tu as un ange qui vient, coup de pied aux fesses, tac, tu dégages. Si je vis assez vieux, je demanderai réparation pour cette unique condamnation infamante de toute ma vie, totalement injustifiée. Voilà. Donc, pour revenir à Onfray, Onfray fait l'apologie de Jean Solaire, qui effectivement dit que le judaïsme est une religion, et la religion qui est la matrice de tous les monothéismes, et qui a inventé la haine raciale, le génocide et la purification ethnique. Et que ça se vérifie actuellement par la politique israélienne. Voilà. Et alors Onfray se cache derrière Solaire pour dire ça, qui est une manière de balancer ce que tout le monde sait depuis toujours, mais qu'il n'avait pas le courage de dire, et qui maintenant il est devenu un peu courageux à force d'être humilié, ou même de n'avoir pas eu les fromages universitaires auxquels il avait droit, ou qu'il croyait avoir droit. Parce que quand on partage très mal, comme disait Mitterrand, il faut que tout le monde mange, quand on ne donne que des ordres, qu'on humilie et qu'on ne donne rien à bouffer, au bout d'un moment, même les plus lâches redeviennent un peu courageux, ou courageux par la colère. Voilà. Donc c'était très intéressant de voir que Onfray, qui était il y a quelques années encore un con libéral libertaire, est devenu aujourd'hui un type qui s'intéresse à la question sociale et qui ose montrer du doigt, à travers Jean Solaire, la communauté organisée à travers sa matrice idéologique éternelle, qui est l'Ancien Testament, en disant bien que la Bible, la Torah, qui ne sont pas les évangiles, hein, c'est pas du tout Jésus, et le corpus idéologique d'où sortent tout ce qui est, d'où sortent la haine raciale, le génocide, la purification ethnique. Hein. Et là, je vais citer à la fois une phrase typique de l'Exode. Hein. Dieu chassera vos ennemis peu à peu, au fur et à mesure que vous, les Hébreux, deviendrez plus nombreux et que vous occuperez le pays. Finalement, votre territoire s'étendra de la mer des roseaux à la mer Méditerranée et du désert du Sinaï à l'Euphrate, c'est le grand Israël en construction, car je livrerai en votre pouvoir les habitants de ces régions afin que vous les chassiez. Voilà, ça c'est Exode 23, 23, 33. Voilà. Donc la Bible est bien le projet sioniste et dit bien qu'un peuple élu, au nom d'un Dieu vengeur, ethnique et tribal, effectivement, va dominer les autres nations qu'elle détruira et réduira en esclavage. C'est clair et net comme projet. C'est donc de l'incitation à la haine raciale, du suprémacisme ethnico-racial, au nom d'un projet théologico-belliqueux fondé sur la haine de l'autre systématique. Hein. Voilà. Ça rejoint ce que disait Nietzsche aussi, qui lui d'ailleurs s'en flattait parce qu'il aime comment dirais-je, une certaine constance dans la haine. Ça l'impressionnait, lui, voilà. Parce que ça avait un côté sans doute antisocialiste et antichrétien. Voilà. Alors Jean Solaire, voilà, là je cite celui, « Tu ne tueras point » est un commandement tribal. Il concerne le peuple juif et non l'humanité dans sa totalité. Oui, tu ne tueras point, ça veut dire tu ne tueras point de juifs. C'est un code de solidarité communautaire, ce ne sont pas des valeurs universelles. Là est le mensonge, évidemment. Hein, donc là, Jean Solaire le dit bien. Tout ça, je le sais, tous les érudits le savent. Hein, tu ne tueras point est un commandement tribal, il concerne le peuple juif et non l'humanité dans sa totalité. Donc c'est quand tu ne voleras pas, c'est tu ne voleras pas un autre membre de ta communauté, mais tu peux par contre voler tous les autres, c'est le Talmud, etc. Donc c'est un code
morale et juridique de solidarité communautaire dans un but d'efficacité collective, dans un but de domination sur les autres, à qui on peut faire tout ce qu'on ne fait pas entre nous. Hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, la preuve, Yahvé commande de tuer, et lisons Exode, 32, 26, 28, 3000 personnes périssent sous son ordre. Dans Contre Appion, l'historien juif Flavius Joseph établit au 1er siècle de notre ère une longue liste des raisons qui justifient la peine de mort: adultère, viol, homosexualité, zoophilie, rébellion contre les parents, mensonge sur sa virginité, travail le jour du sabbat, etc. Hein. Jean Solaire aborde l'extermination des Cananéens par les Juifs et parle à ce propos d'une politique de purification ethnique à l'encontre des nations de Canaan. Puis il signale que le livre de Josué précise qu'une trentaine de cités ont été détruites, ce qui lui permet d'affirmer que les Juifs inventent le génocide. Le premier en date dans la littérature mondiale. Jean Solaire poursuit en écrivant que cet acte généalogique est révélateur de la propension des Hébreux à ce que nous nommons aujourd'hui l'exterminisme. Toujours soucieux d'opposer Athènes à Jérusalem, Jean Solaire note que la Grèce, forte de 130 cités, n'a jamais vu l'une d'entre elles avoir le désir d'exterminer les autres. C'est-à-dire que là, Onfray, s'appuyant sur Jean Solaire, et Jean Solaire s'appuyant sur la Bible, sont passés dans un antisémitisme carabiné, qui n'est jamais que renoué avec l'antisémitisme permanent et éternel qui a été valable jusqu'à 1945, qui est de bien montrer que le judaïsme est la matrice de tout ce qui est de l'ordre de la haine raciale dans l'histoire du monde. Voilà. Et que cette haine raciale a essayé d'être corrigée par le Christ, qui a été mise à mort par le Sanhédrin pour cette raison-là, a essayé d'être corrigée par la Houma du dernier des prophètes arrivés, Mohammed, a essayé d'être corrigée par l'humanisme français, par le socialisme laïcard, etc., etc., et que finalement toute l'entreprise du monde a toujours été de résister, de corriger ce projet de haine. Voilà. Donc voilà. Donc moi j'attends que M. Prasquier réponde à tout ça, hein, qu'il nous dise que c'est sorti. Je ne sais pas, il pourra peut-être dire que c'est sorti du contexte, parce que c'est la grande phrase, effectivement. Alors là je dirais effectivement que beaucoup des discours d'Adolf Hitler sont sans doute sortis de leur contexte. Voilà. Donc là j'ai lu des extraits de l'article de Michel Onfray citant Jean Solaire. Voilà. Jean Solaire qui a une œuvre très cohérente, très respectable et jamais attaquée, évidemment. Donc je dis bravo à Onfray pour ton courage tardif, et maintenant tu vas voir tout ce que tu vas prendre dans la gueule. Et je pense que bientôt on te verra aux avant-premières des spectacles de Dieudonné. Voilà, je vais finir sur ce petit sujet. Oui, alors déjà on peut se poser la question de ce petit monsieur Prasquier qui est, je sais pas quoi, cardiologue, président d'une espèce de truc qui représente officiellement un juif sur 6, sachant que les juifs, je le rappelle, sont 1% de la population française. C'est-à-dire qu'il y a quand même 99% de gens en France qui sont ce qu'on appelle des goïs, c'est-à-dire des non-juifs. On est un peu majoritaire quand même, voilà. Donc ce monsieur Prasquier donne toujours on l'a vu quand il organise le dîner du CRIF, il a le président sortant et le nouveau président qui tient sous son bras, et le président de la République, le premier magistrat de France, je crois, monsieur Sarkozy à l'époque, hein, qui là maintenant doit essayer de fuir la justice humaine en attendant la justice divine, appelé lui-même président. Monsieur le Président, vous avez parlé des printemps arabes. D'abord, le Président a parlé de l'Europe. Vous avez eu raison, Monsieur le Président. Il faut évoquer toutes les questions comme l'a fait le Président. C'est-à-dire que M. Prasquier est le président des présidents, bien qu'il représente 1/6 de 1% des Français. C'est assez compliqué. J'aimerais qu'on creuse un peu le sujet, que les sociologues fassent leur boulot, nous expliquent d'où vient l'incroyable pouvoir de ce M. Prasquier, petit juif né en Pologne, je crois. Hein. Voilà. Et qui effectivement se consterne que l'équipe de France de football, composée essentiellement d'Africains et de Maghrébins, c'est-à-dire de victimes du colonialisme français organisé par Jules Ferry et d'Africains victimes de la traite négrière. Je ne vais pas creuser les sujets, là on verra qu'il y avait de l'argent qui venait d'une certaine communauté qu'on avait beaucoup. Tout ça démontré dans le bouquin prouvé dans le bouquin de Werner Sombart. Voilà, moi sur les sources je suis assez inattaquable. Donc je ne vois pas pourquoi les Arabes et les Noirs de France seraient allés se prosterner à Auschwitz. Je ne vois pas pourquoi. Surtout que c'était à 1500 km de l'endroit où ils jouent au football. Les Anglais, eux, ils sont allés. The European Championship was put into perspective for England when they learnt about Europe's dark past at Auschwitz. The team's Phil Jagielka explains. I knew bits and bobs, about obviously what went on here, and
to come and get the tour and learn, so much more. It's been a fantastic day. It wasn't just about us setting an example. It's something, it was optional, and the lads that have come have wanted to come. We're not being forced at all. Les Français, eux, n'y sont pas allés. M. Praskier n'est pas content. Je pense que les footballeurs français sont foutus que Praskier ne soit pas content. Mais c'est intéressant de voir effectivement que tous les médias ont relayé que Praskier, cardiologue qui représente 1/6 de 1% de la population française, on relaie systématiquement ses desiderata, envies, désirs, etc. Et qui nous dit bien, effectivement, la nouvelle religion mondiale, c'est la Shoah, qui est une religion, c'est quelque chose d'inexplicable, d'inexpliqué, etc. C'est la plus grande tragédie de l'histoire, évidemment pas les siècles et siècles de traite négrière, pas la bombe atomique sur les populations civiles japonaises, enfin, vraiment, voilà. Et le truc, la croix, c'est la chambre à gaz. Voilà. Et il faut effectivement que tous aillent visiter la chambre à gaz, comme avant, je pense qu'il fallait se signer, mettre un genou en terre, etc. On est là-dedans. Alors, moi, je vois que les Anglais y sont allés, les Français n'y sont pas allés, et je me dis quelque part, tant mieux, parce que quand vous imaginez que dans cette pièce à Auschwitz, qui fait, je crois, 100 mètres carrés, pour que les 6 millions soient un chiffre possible, 4,5 millions d'êtres humains sont morts en moins de 2 ans, je crois. Hein. Ce qui est le plus grand prodige de l'histoire de l'humanité, si vous réfléchissez aux conditions matérielles que ça implique. Je me dis qu'heureusement que les footballeurs n'y sont pas allés, parce que quand on voit comme cet espace doit être saturé de restes de gaz, et ça aurait été peut-être même dangereux pour leur santé. Voilà. Et je dis d'ailleurs, si jamais ils y vont une autre fois, parce que je pense que là ils sont pas allés, la prochaine fois ils seront obligés d'y aller, hein, parce que ça rigole pas. Je crois que la visite à Auschwitz et la chambre à gaz sera un truc, je veux dire, dans le programme des écoles assez vite. Moi j'y ai échappé à cause de mon âge, mais je pense que mes enfants n'y hésiteront pas. Alors je dis, si jamais vous êtes pris de malaise à cause des restes d'émanations de gaz dans la chambre à gaz, il y a un truc, c'est qu'il y a une petite porte en bois avec un carreau en verre qui est d'époque. Et là je dis, je donne ce conseil, vous donnez un coup de coude et vous cassez le carreau de verre pour pouvoir un peu respirer. Et je dis d'ailleurs que c'est absolument tragique que aucun de ces 4,5 millions de morts n'ait pensé à casser cette petite vitre, parce que vous imaginez que ça aurait pu sauver 4,5 millions d'êtres humains. Comme quoi parfois l'ironie de l'histoire est incroyablement cruelle. Voilà. Il ne faut pas oublier, il y a moyen d'optimiser, ananas.